Salut et bienvenue dans ce nouveau chapitre consacré à l'utilisation des tests unitaires en JavaScript où je vous propose de découvrir comment tester votre code AngularJS. Donc AngularJS, c'est un framework qui est un petit peu particulier parce qu'il a sa propre manière de charger les dépendances. Et du coup, on va être un petit peu bloqué lorsqu'il s'agira de faire des tests unitaires vu qu'on ne peut pas séparer un composant en dehors de AngularJS. Heureusement pour nous, le framework est relativement bien pensé et nous offre un outil qui s'appelle AngularMock qui va nous permettre de charger en dehors d'AngularJS pour nos tests les différents composants. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de reprendre un petit peu du début, on va réinstaller les différents outils que l'on a vus et on va mettre en place des tests unitaires pour Angular. Donc on va apprendre à tester un service, un contrôleur et aussi les directives. Alors pour ces tests, j'ai créé un nouveau dossier où je n'ai pour le moment absolument rien. Et on va commencer par créer un petit projet AngularJS. Donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler JS. Et on imagine qu'on a un fichier app.js dans lequel on va mettre notre code. Donc on commence par créer un module en faisant var app égale angular.module. On lui donne un nom lambda, donc on va l'appeler démo ou app, allez. Et on ne charge aucun autre sous-module. Et après, derrière, on va vouloir créer des contrôleurs, des directives et tout un tas de trucs. Donc mon but, c'est évidemment de tester ce code-là. Donc je vais avoir besoin des différents outils que l'on a vus jusqu'à maintenant. Et surtout, on va utiliser Karma pour faire des tests côté navigateur, parce que AngularJS va se tester évidemment sur un navigateur. Donc sur mon projet, je fais un npm init, histoire d'initialiser npm parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc je choisis tout par défaut. Alors hop, il ne veut pas un nom en majuscule. Ok. Et ensuite, on va pouvoir charger nos différentes dépendances. Et on va sauvegarder ça dans les dépendances pour le développement. Donc on va installer Karma. On va installer d'autres outils tant qu'on y est. On va installer karma-chai-synon pour pouvoir gérer les assertions et tout ça. On va installer karma-mocha parce qu'on va utiliser mocha à l'intérieur de Karma. On va aussi installer karma-mocha-reporter. Donc ça, c'est pour avoir le reporter de mocha à l'intérieur de Karma. Et normalement, ça devrait suffire. Donc faites bien attention à la fin du téléchargement, regardez s'il ne manque pas des choses. Donc moi dans mon cas, il y a certaines dépendances qui n'arrivent pas à s'installer correctement, donc je les installe en séparé. Donc on va installer mocha, synon et synon-chai. Donc cette fois-ci, je n'ai pas de problème et je vais pouvoir initialiser Karma en faisant un coup de karma init. Il va me demander le framework de test que je souhaite utiliser, donc je vais mettre mocha. Je ne veux pas utiliser require.js. Je vais utiliser Chrome, je vais utiliser aussi Firefox et ensuite PhantomJS pour avoir un navigateur headless. Il me demande où se situent les fichiers JS que je vais devoir charger. Donc on avait dit qu'on avait le fichier app.js qui se situait à la racine. Donc là, hop, on va mettre js/étoile.js. Donc on pourra évidemment changer ces règles par la suite. Et pour les tests, ils vont se situer dans le dossier test et ça va être n'importe quoi /js. Donc pour l'instant, il me dit ah mais j'ai pas de fichier qui correspond à ce pattern, c'est normal parce que j'ai pas encore créé les tests. Je ne veux pas exclure certains fichiers et je veux que Karma fasse un watch de manière automatique. Donc ça va nous créer le fichier karma-conf.js et dans ce fichier karma-conf, on va commencer par modifier les différents frameworks pour inclure les librairies que l'on a chargées. Donc on avait dit qu'on allait avoir besoin de chai-synon pour gérer les assertions et c'est tout pour le moment. Et en dessous, hop, au niveau des reporters, on va utiliser le reporter de mocha. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer notre premier test et on va tester par exemple un service. Et le but de ce service serait de récupérer le nombre de fois qu'un lien a été partagé sur Twitter. On va rester toujours sur le même exemple, histoire de regarder une petite continuité. Donc je vais lancer un coup de karma start, histoire d'initialiser karma. Donc là, j'ai un petit souci au niveau des dépendances. Il y en a une seule qui ne s'est pas bien chargée correctement, c'est PhantomJS. Donc je fais un coup de npm install-d PhantomJS. Pendant ce temps, je vais aller créer le fichier qui va correspondre au test. Donc je vais créer un nouveau dossier test et à l'intérieur, je vais créer mon premier test pour mon service. Donc ce service, ça va être un service que je vais appeler social. Donc on va l'appeler social-spec.js. Donc là, on va utiliser la syntaxe de mocha. Donc on va décrire notre test. Donc notre test va s'appeler social, très sobrement, et ça va lancer une fonction. Et après, on va lancer nos tests. Donc on va mettre par exemple it should have a get Twitter count
méthode. Et on va lancer donc une fonction qui contiendra le contenu de notre test. Le problème que l'on a là, c'est comment on va obtenir notre service AngularJS. Parce qu'au niveau de mon JS, ce que je vais avoir tendance à écrire, c'est que je vais récupérer l'application, enfin le module que j'ai chargé, je vais faire un factory, hop, je vais l'appeler social, et ça va lancer une fonction qui prendra en paramètre les différentes dépendances dont j'ai besoin, donc par exemple HTTP et le système de promesses, et ensuite qui retournera un objet par exemple. Hop. Donc idéalement on écrit évidemment les tests en premier et après on écrit ce code là. Là le but c'est de vous montrer comment on va pouvoir justement charger les objets après coup. Et là au niveau du retour on imagine qu'on a une méthode qui s'appelle getTwitterCount, voilà, et qui pour l'instant ne fera absolument rien. Le souci, c'est que pour charger ce module-là, j'ai besoin d'être au sein de AngularJS et dans mon social spec, je suis bloqué. Donc c'est là que intervient AngularMocks. AngularMocks va vous permettre de créer, comme son nom l'indique, des mocks au sein de AngularJS et de pouvoir charger un petit peu n'importe quel objet qui se trouve dans votre module. Donc pour l'installer, vous avez plusieurs solutions. La solution évidemment la plus simple, c'est de passer par npm. Hop. Histoire de garder toujours le même système de dépendance. Donc nous on va faire ça et on va faire un coup de npm install AngularMocks et on va le sauvegarder au niveau de nos dépendances. Alors de la même façon, pour que mon projet fonctionne correctement, il va me falloir évidemment AngularJS, sinon je risque pas d'aller loin. Donc du coup on va faire un coup de npm install Angular. Et je vois aussi qu'il a un problème avec une dernière dépendance qui est Chai, donc je vais l'installer à la volée, comme ça j'aurai pas de problème. Pour le coup, hop, j'ai pas été forcément très malin dans le sens où AngularJS, j'aurais plutôt tendance à le mettre dans mes dépendances de base si jamais j'ai besoin de l'utiliser pour mon projet. Mais là, pour le coup, on va tout laisser dans les dépendances liées au développement. Et je vais lancer un coup de karma start. Donc là, ce coup-ci, je ne devrais pas avoir de problème particulier vu que toutes les dépendances sont là. Et du coup, j'ai tous mes navigateurs qui s'ouvrent. Donc ici, j'ai une instance de Chrome et derrière une instance de Firefox qui est là. Donc du coup, on va pouvoir écrire notre premier test ici et on va pouvoir charger notre module social en utilisant AngularMocks. Donc pour charger Angular et AngularMocks, il faut le charger depuis le dossier Node Modules. Donc il va falloir modifier ma configuration Karma. Donc je vais plutôt stopper ça temporairement. Je vais aller charger AngularJS en allant le chercher directement depuis le dossier Node. Donc je vais aller dans le dossier Angular et je charge le fichier angular.js. De la même façon, je vais aller dans le dossier Node Modules. Je charge Angular et hop, AngularMocks. Et c'est le fichier angular-mocks.js. Donc je relance un coup de karma, ça va réouvrir le navigateur et ça va popper dans tous les sens. Et hop, au niveau de mes fichiers, je vais avoir besoin d'injecter social. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable sociale qui va contenir mon factory. Et ensuite, je vais utiliser le before each. Donc avant chaque test, je vais lancer une fonction. Et dans cette fonction, je vais injecter dans social ma factory. Donc pour faire ça, je vais avoir besoin de AngularMock et je vais faire angular.mock.module et je vais mettre le nom de mon module. Donc moi, le module, c'était app. Et ensuite, on a une fonction qui s'appelle inject qui permet de préciser ce que l'on souhaite injecter. Donc c'est une fonction qui est comme ça. Et à l'intérieur, on va pouvoir y mettre n'importe quoi qui est dans notre module AngularJS. Donc par exemple, si je mets HTTP, je vais récupérer ici le système HTTP de AngularJS. Si je mets social, je récupère je récupère ma factory. Le problème, c'est que là, j'ai créé une variable qui s'appelle social et là aussi. Donc je suis un petit peu embêté parce que si je fais social, hop là, social égale social, évidemment, ça ne va rien faire. Donc AngularMock vous permet de mettre un nom avec des underscores. Donc automatiquement lui il va les ignorer et il va dire je vais chercher l'élément qui s'appelle social et du coup il va tomber sur ma factory. Donc là hop, ça me permet d'avoir une variable qui a le même nom que ma factory sans forcément m'embêter à ce niveau là. Et à cet endroit là on va lui dire je m'attends à ce que mon élément social est une méthode getTwitterCount. Donc là on va utiliser les tests avec Chai. Donc je m'attends. Donc moi je préfère utiliser expect de manière générale à ce que social.getTwitterCount soit une
fonction. Hop. Donc je sauvegarde, cette fois-ci je vais mettre plutôt les lignes de commande à côté, et je vois que les 3 tests se sont bien déroulés correctement. Alors attention, ils disent 3 tests tout simplement parce qu'on a 3 navigateurs, hein. C'est pas parce qu'on a bien écrit qu'un seul test. Donc là, on va ensuite faire un test où on va vérifier qu'on récupère bien le nombre de counts. Donc on va mettre it should return count. Donc ça va lancer une fonction et ensuite on fait le reste. Alors d'ailleurs, mon objet social pourrait avoir plusieurs méthodes. Donc là, on va plutôt créer un sous-describe où on va mettre, là on teste toute la méthode getTwitterCount. Et on met tout ça, hop. Voilà, on indente d'un cran. Comme ça nous permet d'avoir des tests mieux organisés et on va avoir les différents scénarios suivant les différentes méthodes. Donc notre module social, on imagine qu'il va utiliser le système de promesses, qu'il va faire un appel HTTP à l'API de Twitter et qui nous retourne le count. Donc pour le tester, on va stocker une URL, donc on va l'appeler par exemple http://graphicart.fr, totalement au hasard. Et ensuite, on va faire un social.getTwitterCount. On lui passera en paramètre l'URL et ensuite ça résout à travers une promesse et ça nous renvoie le compteur. Ici, c'est count. Et là, on va pouvoir mettre, je m'attends à ce que, par exemple, count soit égal à 2. En mettant to be.equal à 2. Le souci, c'est que à l'intérieur de mon objet social, je vais faire appel à HTTP et du coup, je ne peux pas forcément contrôler comment ça va se passer. C'est-à-dire que là, il va automatiquement faire un appel côté serveur. Et moi, j'ai besoin de le bloquer. Donc heureusement pour nous, dans AngularMock, on a différents autres petits outils, donc au niveau de l'injection, que l'on peut utiliser pour manipuler. Et on peut notamment utiliser le HTTP, que je retrouve, HTTP backend. HTTP backend, comme son nom l'indique, c'est un mock de HTTP qui injecte deux nouvelles méthodes, expect et when, qui vont nous permettre de manipuler le fonctionnement. Donc on va commencer par un test relativement simple. On veut juste vérifier qu'une méthode est bel et bien appelée. Donc là, hop, au niveau de notre système, on va rajouter un petit test. Donc celui-là, on va le mettre en pending. Donc là, hop, on va commenter tout ça. Temporairement, on reviendra dessus plus tard. Et on va mettre it should call JSONP. Donc on s'attend à ce que ça fasse une requête HTTP en JSONP. Du coup, à cet endroit-là, on va avoir besoin du système HTTP backend. Donc on va le mettre dans l'injection tout à haut. On va mettre HTTP backend. On va l'injecter au niveau du scope global en faisant var HTTP. Et là, on va mettre $HTTP égale ce que l'on injecte ici. Donc là, je n'ai pas besoin des underscores parce que j'utilise un nom différent. Donc c'est plus simple. Et si on regarde au niveau de la documentation, on peut mettre expect suivi des différentes méthodes et des différents paramètres. Et il y a des petits raccourcis. Si vous cherchez expect JSON, vous avez directement ce raccourci-là qui est beaucoup plus pratique. Donc là, on va mettre $HTTP.expect JSONP et on va prévoir l'URL. Alors l'URL, pour éviter de se compliquer la vie, au niveau de notre module, on va le stocker directement dans les variables. Donc là, au niveau de notre app.js, on va imaginer qu'on a un nouveau paramètre qui s'appelle par exemple Twitter API et qui contiendrait l'URL de l'API Twitter. Donc là, je vous la colle directement parce que c'est pas forcément intéressant. Globalement, c'est l'URL et au niveau du callback, je mets angular.callback._0 pour que le callback se fasse correctement avec JSONP. Donc lorsque j'appelle mon système, je m'attends tout simplement à ce qu'il colle l'URL de Twitter, donc c'est social.twitterAPI, suivi de l'URL que je lui ai passé. Et l'URL que je lui ai passé, ça serait comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc ça d'ailleurs, je vais l'injecter un poil plus haut pour l'avoir de manière globale sur tout mon projet. Voilà, donc je m'attends à avoir ce paramètre-là. Et après, je peux faire mon appel classiquement en faisant social.getTwitterCount et je lui passe en paramètre l'URL. Voilà, et ici, hop, je ferme. Donc là, ce test, on s'attend évidemment à ce qu'il échoue parce que forcément, pour l'instant, je n'ai jamais fait appel à HTTP. Si je regarde, je vois que j'ai bien 6 tests qui fonctionnent correctement. Alors c'est normal, c'est qu'il faut manuellement dire au système de vérifier qu'aucune requête a été faite. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on écrit un after each. On va lancer une fonction qui prendra aucun paramètre
Et là, on va demander à HTTP, est-ce que tout s'est bien passé? Donc, on va mettre $HTTP, point, et on va mettre verify no outstanding expectation. Hop. Et de la même façon, on va mettre verify no outstanding request. Donc ça va permettre de vérifier qu'on a rien qui est en attente. Si je sauvegarde, je vois ici que au niveau de ce test, on a un problème au niveau de JSONP. C'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'il y ait une requête JSONP de fait et il n'y en a eu aucune. Donc on a effectivement un petit problème. L'autre solution, c'est tout simplement de mapper aussi, si on ne veut pas utiliser à tout prix HTTP backend de AngularJS, de mapper en utilisant Synon. Donc pour créer ce que l'on appelle un spy, je conseillerais plutôt d'utiliser Synon parce que c'est un petit peu plus simple. Pour les mocks, par contre, c'est plus rapide d'utiliser ce système-là. Donc là, dans mon cas, donc dans le cas du return count, ce que l'on souhaite faire, ce n'est pas juste avoir une expectation en disant je m'attends à avoir JSONP, mais c'est plutôt lorsque j'ai JSONP, je dois retourner quelque chose. Donc on peut le faire avec le expect ou on peut le faire aussi avec le when. Le when va nous permettre de dire lorsque une requête est appelée, donc si on cherche when JSONP, on a la même chose que le expect JSONP, sauf que ça ne fera pas de vérification particulière. Donc là, globalement, ça dira lorsque l'on rencontre une URL, ensuite on peut retourner un petit peu ce que l'on veut. Et du coup, ça permet d'aller un petit peu plus vite que si on faisait Synon parce que ça évite d'avoir à se taper l'utilisation de promesses ou de faire résoudre une fausse promesse. Donc là, par exemple, je vais pouvoir mettre, je m'attends à avoir JSONP qui est appelé, mais en plus, je veux que ça réponde par un faux objet. Donc je réponds par count, par exemple, égale 2. Ensuite, je fais un appel à getTwitterCount et ça va me retourner un objet qui va me donner une valeur égale à 2. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en paramètre le callback à appeler et je vais l'appeler ici. Hop. Donc, si je regarde, j'ai toujours ma petite erreur. Donc là, j'ai un unexpected token. Hop là, c'est normal. Donc j'ai toujours ma petite erreur comme quoi le JSONP n'est pas appelé parce que je n'ai pas fait mon code côté AngularJS. Donc là on est parti. Donc ça va être assez simple. Hein. Je vais créer une nouvelle promesse. Donc je fais $q.defer et cette promesse je la retourne à la fin en faisant un return q.promise. Je vais pouvoir ensuite faire ma requête HTTP. Donc je fais un http.jsonp. Je lui passe en paramètre l'URL de Twitter. Donc c'est Twitter API. Auquel je rajoute l'URL qui serait passée en paramètre. Donc l'URL qui serait passée ici. Lorsque la requête s'est bien déroulée, j'obtiens un résultat. Donc là, je vais aller à la ligne pour plus de clarté. Et ce résultat prendra en paramètre. Donc moi, j'appelle ça souvent result. Vous pouvez appeler ça data ou comme vous voulez. Qui retourne l'objet JSON qui est renvoyé par le JSONP de Twitter. Et là, je fais un q.resolve. Donc je résous ma promesse en renvoyant result.data.count. Voilà. Donc là, j'ai juste fait ça. Si je regarde au niveau de mes tests, je vois que le test concernant le JSONP fonctionne correctement. En revanche, j'ai une erreur. On me dit no response defined. Et ça continue à bloquer par la suite. Donc lorsque l'on fait un expect machin, il s'attend toujours à ce que la réponse soit définie. Donc là, on va lui mettre une réponse bidon. On va mettre false. Voilà. Histoire qu'il se calme un petit peu. Du coup, ça permet de résoudre le problème. Par contre, on se retrouve avec un autre problème qui nous dit unflushed request. Alors, lorsque l'on utilise HTTP sur AngularJS, par défaut, ce qui se passe, c'est que les résultats sont demandés de manière asynchrone, c'est-à-dire qu'il va appeler l'URL et ensuite nous retourner le résultat. Dans les tests, on préfère avoir un comportement qui est beaucoup plus contrôlable. Donc, ce que l'on va pouvoir faire, c'est faire la méthode http.flush. Ça va permettre automatiquement d'exécuter les fausses requêtes et directement d'exécuter la promesse qui en retourne. Donc là, je faisais mon test de manière asynchrone. Donc ce test, hop là, et du coup je vais le mettre, et du coup je dois le mettre aussi ici. Si je fais ça, je vois que tout fonctionne bien, mais le gros avantage de cette méthode, c'est que le code qui était exécuté ici va être exécuté au moment du flush. Donc je n'ai pas forcément besoin de faire mes tests de manière asynchrone. C'est-à-dire qu'ici je peux retirer le done, je peux stocker une variable count par exemple qui sera égale à 0, et ensuite je peux dire ici, hop, donc là on lui passerait un paramètre C, et on va mettre count égale C. Et après, je peux faire mon test classiquement en faisant je m'attends à ce que count soit égal
à 2. L'avantage, c'est que je n'ai pas de système asynchrone. Là, directement, juste après le flush, il va automatiquement exécuter toutes les promesses qui doivent être exécutées. Et si je regarde, j'ai bien mes tests qui fonctionnent cette fois-ci correctement. Voilà, donc si jamais vous utilisez HTTP Backend, c'est plutôt pratique d'utiliser ce système-là parce qu'on va pouvoir écrire une expectation et on va pouvoir aussi lui donner la réponse. Si on utilisait Synon, donner la réponse serait un petit peu chiant parce qu'on serait obligé de faire une fausse promesse et de mapper un petit peu tout le bordel et c'est pas forcément évident. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut gérer ça beaucoup plus simplement. Voilà, donc là, on a fait le test de notre service. Donc ce que je vous propose, c'est maintenant de tester un contrôleur. Alors vous allez voir, les contrôleurs, ça va être un poil plus compliqué parce qu'on va avoir notamment le problème du scope. Donc on va imaginer qu'on a un contrôleur pour gérer des images. Donc je vais aller créer un nouveau dossier, un nouveau fichier test et je vais l'appeler image contrôleur. Alors moi je vais l'appeler ctrl spec.js. Donc là, on va reprendre un peu ce que l'on avait écrit. Parce que c'est pas forcément la peine de se recasser la tête. Donc on va enlever toute la partie HTTP parce qu'on ne va plus en avoir besoin. Et ici, je supprime donc toutes mes variables globales. Dans mon before each, je laisse le angular.mog. Je charge le module app et hop, on va vider tout ça. Et on va voir un petit peu comment ça va se passer. Donc le problème des contrôleurs, c'est que c'est pas comme des services, on ne peut pas tout simplement les injecter. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va injecter deux variables. On va injecter une variable contrôleur qui va nous permettre de construire le contrôleur et une autre variable qui est rootScope. Pourquoi? Parce qu'un contrôleur a nécessairement besoin d'un scope. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau scope à partir du scope racine en faisant un scope égale rootScope.$new. Donc ça, vous avez peut-être déjà l'habitude de le voir. Et je vais le stocker au niveau global en faisant un var scope. De la même façon, hop, je vais renommer ici image ctrl. Et je vais exécuter que ce test en mettant un describe.only. Donc là, j'ai injecté le scope et ensuite j'ai besoin d'injecter mon contrôleur. Donc pour injecter le contrôleur, on fait contrôleur. On lui passe en paramètre le nom du contrôleur que l'on souhaite utiliser. Donc moi, c'est image ctrl qui pour le moment n'existe pas. Et en second paramètre, on passe un tableau d'objets et un tableau d'options. Et dans ces options, on va définir le scope. Donc par défaut, un contrôleur hérite du scope parent. Là, malheureusement, on ne peut pas le faire. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va lui injecter notre scope que l'on a créé à partir du scope racine. Voilà. Donc dans mes tests, scope sera égal au scope qui est à l'intérieur du contrôleur. Donc on imagine que par défaut, le contrôleur, par exemple, a des images. Donc là, on va mettre un petit test très simple. It should have images. Donc on va lancer une fonction. Et dans cette fonction-là, on va vérifier qu'au sein de mon scope, cette variable-là est bien définie. Donc on va mettre expect. Donc cette variable-là, .to.b.equal à un tableau vide. Donc je sauvegarde, je réactualise au niveau de mes tests. On me dit que image ctrl, il ne le connaît pas. Donc du coup, au niveau de mon fichier JS, je vais pouvoir le créer. Donc je vais mettre app.controller. Le contrôleur, on avait dit qu'on allait l'appeler image ctrl et ça va être une fonction qui prendra différents paramètres. Et un paramètre important, c'est la notion de scope. Tout de suite, ce que fait ce contrôleur, c'est qu'il fait scope.images et il définit ça comme tableau vide. Si je sauvegarde, je vois que ça fonctionne correctement. Alors par contre, j'ai une petite erreur, et c'est tout à fait normal, c'est parce que deux tableaux ne sont pas identiques. Il teste une équivalence exacte avec le triple égal, et deux tableaux, vu que ce ne sont pas les mêmes objets, entre guillemets, ça lui pose problème. Donc là, on va faire un test partiel, enfin un test en profondeur en faisant EQL, voilà. Et ce coup-ci, je vois que mon test fonctionne correctement. Là, il teste vraiment l'intérieur du tableau et non pas que les deux tableaux sont identiques, parce qu'ils ne sont pas identiques, même s'ils ont les mêmes valeurs. Donc pareil, pour tester les méthodes, c'est relativement simple. Par exemple, on imagine qu'on va avoir une méthode deleteImage qui supprime une image de notre tableau. Donc it should delete image. Donc on va lancer une fonction. Donc on va imaginer qu'on a une variable image qui est égale à un objet. Donc ensuite, on stocke un tableau d'images. Donc on va prendre la première, c'est une image vide. La seconde, c'est l'image que l'on a définie. Et la troisième, c'est pareil, une image vide. Ensuite, je fais un scope.deleteImage. Je lui passerai en paramètre l'image que je souhaite supprimer. Et je m'attends ensuite, en faisant un expect, à ce que scope.images soit égal. Donc là, c'est plutôt la taille, .length.
je m'attends à ce qu'elle soit égale à 3. Et de la même façon, je m'attends à ce que scope.images1, donc c'est le deuxième index du tableau, .to.not.b égale à image. Je m'attends à ce que le second élément du tableau ne soit plus l'image, c'est-à-dire que l'image soit bel et bien supprimée. Donc si je fais un test, je tombe sur une erreur parce que ma méthode n'existe pas pour le moment. Donc je la définis au niveau du scope en faisant delete ici image. Je lui passerai, ça serait une fonction qui prendrait en paramètre l'image à supprimer et au niveau de cette image, et du coup je vais prendre mon tableau d'image en faisant scope.images.splice et je retire donc de mon système l'image en question en faisant $scope.images.indexOf, donc je cherche l'index de mon image qui est passé en paramètre et je supprime un élément. Du coup, je supprime seulement cet élément-là. Donc ça me permet de supprimer à l'intérieur du tableau. Voilà, donc je sauvegarde, je regarde au niveau de mes tests et j'ai une petite erreur. Alors si je regarde mes specs, c'est normal. Ici c'était un égal, sinon par défaut il crée un tableau vide. Et ici, du coup, ça va être 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé 3. Forcément, on va supprimer l'image, donc on s'attend à avoir deux éléments. Et là, je vois que ça fonctionne correctement. Alors par contre, attention si vous faites des tests un petit peu plus compliqués. Alors je vais vous en montrer un. Imaginons ici, je fais un scope.get Twitter. Ça va lancer une fonction qui prendra en paramètre l'URL, par exemple. Totalement au hasard, Et à l'intérieur, on ferait appel à notre objet que l'on a créé un petit peu plus au-dessus, social, et on récupérait en faisant social.getTwitterCount. On prendra un paramètre l'URL et ensuite on fera un ven. Et dans le ven, on va lancer une fonction qui prend en paramètre le count et on va l'injecter directement au niveau du scope en faisant un scope.twitter égale à count. Et on n'oublie pas d'injecter notre objet social. Donc on vérifie que nos tests qui étaient précédemment écrits fonctionnent toujours correctement. C'est bon, on n'a pas d'erreur. Et au niveau de mon système, on va tester par exemple it should return Twitter count. Peu importe. Donc le problème ici, c'est que pour utiliser ce système-là, je vais avoir besoin de mots-clés social parce que dans nos tests, on essaie d'isoler au maximum les différentes choses. Donc là, de la même façon que tout à l'heure, on injecte notre objet social et ensuite on l'injecte à un niveau supérieur en faisant social égale underscore social. Donc au niveau de ce test-là, tout de suite avant même de commencer, je vais moquer mon objet en faisant synon.mock social. Je vais ensuite lui dire, je m'attends à ce que dans mon objet Twitter, je m'attends à ce que sur mon mock, tu appelles au moins une fois la méthode getTwitterCount. Donc on va être, donc là c'est sous forme de chaîne de caractères, qui doit être appelée une seule fois et qui retourne, et là je suis un petit peu embêté parce qu'elle doit retourner une promesse. Donc là, tout en haut, j'injecte $Q, donc comme ceci. Donc je mets les underscores, je la mets au niveau des variables globales, donc là je vais stocker la variable sociale au niveau global et je vais aussi sauvegarder la variable $Q au niveau global. Et là on va mettre $Q égale underscore $Q. Donc là c'est toujours un petit peu plus chiant, clairement quand vous utilisez les promesses, les tests unitaires deviennent un véritable enfer. Là vous créez une nouvelle promesse en faisant Q égale $Q.defer comme vous le feriez sur AngularJS. Ensuite ici vous allez mettre Q. Donc vous faites bien en sorte que la méthode getTwitterCount retourne une promesse. Ensuite, vous faites appel à votre scope, donc scope.get. Donc au niveau de mon scope, je fais appel en lui passant en paramètre l'URL. Donc là, on s'en fout complètement, vu qu'on a moqué l'objet, on lui fera renvoyer une valeur arbitraire, donc on peut mettre n'importe quelle URL, ça importe peu. Et ensuite, je vais demander à ma promesse de se résoudre en faisant .q.resolve et je lui renvoie la valeur 2. Et donc, si on a bien suivi, je m'attends à ce qu'au niveau de mon scope, donc scope.twitter, to be égal à 2. Voilà. Et là, je n'oublie pas que ce que attend ce paramètre, ce n'est pas directement, c'est vraiment la promesse. Donc si on fait ce test-là et qu'on regarde, on me dit j'ai undefined qui est égal à 2.
C'est bizarre parce que là, j'ai bien résolu ma promesse. Donc si j'ai bien résolu ma promesse, à ce niveau-là, je devrais bien avoir mon code. Si on fait un test, si je mets ici un petit console.log, et on va mettre un A majuscule, et que je regarde au niveau de mes tests, à aucun moment je vois ce A. Donc le problème que l'on rencontre ici, c'est un problème que l'on rencontre assez souvent de manière générale sur AngularJS, c'est le problème de scope, c'est-à-dire que la promesse ne va pas se résoudre automatiquement. On va avoir besoin de demander au scope d'agir. Donc pour cela, on fait scope.$apply. Si on fait ça, automatiquement, on voit que nos tests se mettent à marcher correctement. Donc cette méthode permet au scope d'un petit peu de faire son magie et de faire fonctionner. Donc ça c'est quelque chose qui se fait automatiquement, mais lorsque l'on fait des résolutions et lorsque l'on fait des tests unitaires, souvent on va avoir besoin de faire appel au apply manuellement. Et là vous voyez que ça fonctionne correctement, j'obtiens bien mon résultat. Donc de la même façon, après vous pouvez faire des tests un petit peu plus complexes. Donc là je ne suis pas forcément fan de cette méthode là parce que on fait beaucoup d'attentes entre guillemets. Beaucoup de comportements sur un sous-objet. C'est-à-dire que si jamais un jour l'API de cet objet change, on va avoir besoin de changer beaucoup de tests. Mais je voulais vraiment vous montrer ce principe du scope.apply. Donc de la même façon, si on imagine le cas où la promesse est rejetée, on s'attend à ce que le résultat de TwitterCount retourne 0. Voilà, et je vais renommer ce test should return Twitter count to 0 if fails. Voilà, et hop, je supprime ça. Donc si je fais un test, là cette fois-ci le 0, ça ne fonctionne pas. Donc là, au niveau de mon code JS, après j'ai plus qu'à changer le code. Donc si jamais on a un succès, il se passe ça. Si jamais on a une erreur, il se passe autre chose. Et là on fait un $scope.twitter. Et on met la valeur à 0. Je sauvegarde, les tests passent bien et du coup je peux passer au truc suivant. Voilà, donc je tenais vraiment à vous montrer ce système-là. Si vous utilisez des promesses, ne pas oublier à faire un scope.apply pour pouvoir résoudre le scope et ne pas avoir de problème particulier. Voilà, donc ceci étant dit, cette méthode-là n'est pas idéale. Donc maintenant, le dernier truc que je vous propose de découvrir ensemble, ce sont les directives. Donc là, pour notre directive, on va imaginer un truc un petit peu simple. Ça va être une directive qui va s'appeler alerte message, par exemple, et qui permettra d'afficher des messages d'alerte qu'on lui passera en paramètres. Bon, c'est pas idéal, mais ça permettra de tester un petit peu ça. Donc on va créer un nouveau test. Donc on va l'appeler... C'est dans le, là c'est pas dans le dossier JS, mais c'est dans le dossier test. Et on va l'appeler alerte spec.js. Donc on repart un petit peu comme tout à l'heure. On réécrit au moins jusqu'au before each. Voilà. Donc ça va être alerte avec un S. Ouais, bon, sans S, vu que j'ai commencé sans S. Directive. Donc je vais injecter absolument rien. Et au niveau de mon before each, cette fois-ci, je n'injecte pas le contrôleur, mais j'injecte une autre variable qui est compile, ou compile. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce en anglais. Donc cette variable-là va nous permettre de compiler du code HTML et du coup de faire des tests. Mais de la même façon que pour les contrôleurs, les directives ont besoin d'un scope particulier. Donc là, on va mettre root scope. On crée un nouveau scope à partir de ce root scope en faisant scope égale root scope. $new. Du coup, ce scope, je le sauvegarde au niveau global, au niveau un cran au-dessus, pour pouvoir l'utiliser un petit peu partout. Et après, je vais avoir besoin de créer mon élément HTML. Donc là, je vais faire element égale angular.element et on lui passe en paramètre une chaîne de caractères qui représente notre code HTML. Donc là, on va mettre un simple quote et on va imaginer alerts. Voilà, alerts. Et on imagine qu'on lui passe en paramètre les alertes à afficher. Donc là, on va mettre msg égale et on lui passe les messages. Voilà. Et ensuite, cet élément, on va le compiler. Donc là, dans la variable élément, je vais sauvegarder la version compilée. Donc on met compile, on compile l'élément et on lui passe en paramètre le scope que l'on souhaite utiliser. Donc moi ici, ça va être scope. Voilà. Donc d'ailleurs, je n'ai peut-être même pas besoin de faire ça. Je peux directement mettre l'élément comme ça. Moi, je préférais séparer. Mais voilà. Et là, je vais créer la variable element. Au niveau de mon scope précédent, au niveau de mes tests précédents, je vais enlever le only parce que je souhaite faire seulement les tests du alert. Donc, on va imaginer quelque chose de relativement simple. On va mettre it should display alerts. On imagine qu'on va lui passer en paramètre différents messages en faisant scope.message. Et on imagine à l'intérieur que on va avoir différentes choses. Donc on va avoir par exemple un premier message qui aura le type success.
Hop, et le message, ça sera bravo. Et on imagine un second message qui sera exactement la même chose parce qu'on est dans des tests et qu'on s'en fout un petit peu. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à ce que à l'intérieur de notre élément, par exemple, on ait plusieurs divs. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément facile de tester le code HTML. Parce qu'on est limité avec AngularJS qui utilise jQuery. C'est-à-dire que cet élément-là, il utilise jQuery. Ce qui n'est pas forcément évident pour manipuler le code HTML. Donc même si on choisit de ne pas utiliser jQuery, j'aime bien utiliser jQuery dans mes tests parce que ça simplifie beaucoup le travail. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va injecter au niveau de nos tests jQuery chai. Donc ici, hop, on va chercher jQuery-chai karma. Je ne prends pas le premier package, mais le second, hop, qui est plus simple à installer. Donc j'installe ce package. Hop. Je fais ensuite, au niveau de mes frameworks, j'importe jQuery chai. Donc là, hop. Au niveau de mon fichier karma.conf, je vais importer juste après chai-sinon jQuery chai. Donc j'attends que ça finisse. Je vois qu'il y a un petit problème au niveau des dépendances, donc je vais l'installer manuellement, jQuery. Et ensuite, je relance un coup de karma start. Donc au niveau de mon test, je m'attends par exemple lorsque j'injecte de messages à ce que dans mon élément, donc mon élément, plutôt que de faire juste un compile, hop, je le mets dans un élément jQuery. Donc là, je me retrouve avec Elements qui représente un élément jQuery. Donc je peux faire, par exemple, je cherche les divs qui ont la classe alert dans mon élément et je m'attends à en trouver deux. Donc ici, je peux mettre expect .length to.b equal à 2. Donc je vais faire un petit essai, je regarde au niveau de mes commandes, donc j'ai une petite erreur à la ligne 18, hop, voilà, parce que j'ai oublié de fermer tout le bordel. Voilà, et aussi ici, si j'écris pas correctement, ça va pas fonctionner. Donc si je fais un test, il me dit, ah ben je m'attendais à avoir 2 et j'ai eu 0. Donc c'est normal, il faut que j'écrive maintenant ma directive. Donc la directive, on avait dit qu'elle s'appelait alerts, donc on va aller créer, hop, dans mon app.js, je mets tout dans le même fichier, pourquoi s'embêter? Donc on va compresser un petit peu tout ça. app.directive, ma directive s'appelle alerts, et ça va prendre une fonction qui, pour le moment, n'a besoin d'absolument rien. Ça retourne un objet. Donc, on va préciser comment on restreint l'élément. Donc, nous, on veut que ce soit une directive qui atteigne les éléments. Et ensuite, on va définir le template. Alors, pour le template, ça va être un petit peu chiant, parce que c'est du multiligne. Ça va être une div. Donc, moi, j'englobe toujours d'une div, ça permet d'éviter les problèmes. En dessous, on va avoir des divs qui ont la classe alert. Alerte suivi du type, donc ça on l'injectera avec un ngClass, peu importe, hein, c'est pas le principe de cette vidéo. Et cette div là, elle va être répétée autant de fois, ngRepeat, que l'on a de messages. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'un scope isolé pour cette directive là. Donc là, je vais mettre virgule. Après le template, on va définir un scope de manière isolée et on va lui dire, et on avait dit que dans les paramètres, c'était le paramètre MSG. D'ailleurs, c'est plus logique de le mettre avec un S. Donc, je sauvegarde, je mets MSG, 2 points, et ça sera égal à... Donc là, enfin, au niveau de ma directive, je préfère que ça s'appelle message. Et je lui passerai le paramètre qui sera au niveau de l'attribut MSGS. Voilà. Et après, on peut imaginer une dernière fonction link, hop, qui prendra en paramètre une fonction, donc ça c'est traditionnel, qui prend le scope, l'élément et les attributs. Donc dans le ngRepeat, je vais dire pour chaque message, donc ça va être message in message. Et à l'intérieur, on va mettre message.msg et au niveau de la classe, ça serait par exemple le message.type, peu importe. Et dans mon système, j'ai toujours 0 égale à 2. Alors c'est normal parce que lorsque vous changez le scope, si vous faites que ça, il ne va rien se passer au niveau de la directive. Il va falloir lancer le digest manuellement en faisant scope.digest. Ça permet de dire au scope, applique les différentes méthodes. Et automatiquement, ça va appliquer les méthodes à notre directive. Enfin, ça va injecter le scope au niveau de nos directives. Et du coup, ça va permettre de modifier le code HTML. Et on voit bien ici que l'on obtient la bonne valeur. Donc après, on peut pousser un petit peu plus. Par exemple, je m'attends à ce que la première alerte, donc c'est l'avantage de jQuery, hein, hop, que le texte soit égal, to be equal, à bravo. Hop, je sauvegarde,
je fais un petit test et j'ai bien, c'est identique, c'est bien égal à bravo. Donc après, on peut faire des tests au niveau du scope. Donc on imagine que notre directive, lorsqu'elle est liée, elle fasse un scope.demo égale 1. Donc là, je vais mettre un test séparé parce que vous allez voir où je vais en venir. Donc it should have demo in the scope. Ça va lancer une fonction. Donc au niveau, je n'ai pas de truc particulier à faire, je vais juste faire un digest. D'ailleurs, je vais mettre le scope.digest aussi à cet endroit-là, histoire de m'assurer que tout soit bien injecté. Et à ce niveau-là, je vais juste dire, je m'attends à ce que scope.demo .to be égal à 1. Si je fais ça et que je regarde au niveau de mes tests, j'ai undefined égal à 1. Alors c'est un petit peu bizarre, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, au niveau de ma directive, lorsque je la lis, j'injecte bien au niveau du scope la valeur démo et je la mets bien à 1. Alors il faut faire attention, parce que ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un scope isolé au niveau de ma directive. Donc là, au niveau de mon test, le scope que j'injecte, c'est le scope qui est injecté comme si je l'injectais au niveau du code HTML. Le problème, c'est que vu que ma directive crée un scope isolé, on n'a plus... Cette valeur-là ne représente pas le scope qui est à l'intérieur de la directive. Si je veux le scope à l'intérieur de la directive, il faut que je prenne l'élément et que je récupère son isolate scope. Donc normalement, on fait element.isolate scope. Et là, ça nous donne le scope isolé. Donc si je fais ça, je vois que ça me donne bien la valeur à 1. En revanche, si je me dis, la directive utilise le scope par 1, elle n'a plus son scope isolé. Si je mets ici un scope.demo, là je vais obtenir un résultat qui passe. Je vois bien, ça me dit, il n'y a pas de problème. L'autre fonctionne toujours parce que à cet endroit-là, c'est la même valeur. Ici, c'est message avec un S. Si je veux brouiller les pistes, ici, si je mets AA, hop, et que là j'injecte AA, là ça va plus fonctionner. Mais celui vraiment qui concerne le scope, lui, continue à fonctionner. Donc là, notre directive n'a plus de scope isolé. Donc le scope qui est ici, c'est exactement le même que celui qui est ici. Donc là, mes tests sont beaucoup plus simples à faire. En revanche, voilà, si jamais je choisis de repasser sur un scope isolé, dans ce cas-là, il faudra faire attention. Lorsque je veux le scope général, je fais scope.quelque chose. Si je veux le scope à l'intérieur de la directive, je fais element.isolateScope. Et là, j'obtiens le scope qui est propre à l'intérieur de la directive. Voilà, donc ça aussi, c'est un petit détail particulier. Donc voilà, globalement, je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer sur les tests sur AngularJS. Donc un petit résumé de ce que l'on a vu et des petites particularités d'Angular. Donc AngularJS, le problème, c'est que l'on a les objets qui sont injectés au sein d'AngularJS. Donc lorsqu'on souhaitera écrire des tests concernant AngularJS, il faudra utiliser le système de mock. Donc on fait angular.mock.module avant chaque test et angular.mock.inject pour injecter les différents trucs dont on a besoin. Donc dans le cas des services, ça s'avère relativement simple, il n'y a pas grand chose à faire en particulier, si ce n'est lorsque vous utilisez HTTP, il vous faudra utiliser HTTP Backend qui vous permet de manipuler le comportement d'HTTP et du coup d'avoir de faux résultats pour vos tests. Lorsque l'on utilise les contrôleurs, c'est un petit peu plus compliqué parce que les contrôleurs ont besoin d'un scope. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on injecte root scope pour pouvoir créer un nouveau scope à partir de ça et on va l'injecter en faisant $contrôleur et on lui passe les paramètres. Alors attention lorsque vous avez des trucs un petit peu particuliers, notamment lorsque vous utilisez le système de promesses d'AngularJS, à faire un scope.apply parce que les promesses ne sont pas résolues sinon. Enfin, on a vu l'utilisation des directives. Donc pour les directives, c'est assez simple. Il suffit d'injecter $compile et ensuite de compiler un autre élément. Si vous voulez faire des tests de manière un petit peu plus simple, vous pouvez utiliser jQuery par-dessus pour pouvoir avoir un élément qui utilise les sélecteurs de jQuery, ce qui nous permet de gagner un petit peu de temps et d'avoir un code de test beaucoup plus clair. Alors par contre, un dernier petit détail, c'est que si jamais vous faites des tests, notamment sur la visibilité, vous risquez d'avoir des petits problèmes. Alors je vous le dis parce que c'est vrai que moi ça m'est tombé dessus. Donc là, par exemple, on va mettre it should be visible. Et on va lancer une fonction. Et on va dire par exemple, je m'attends à ce que dans mon élément, la première alerte, donc ça va être les points alerte, dans mon élément, soit visible. .is, hop, .visible, to.b, et .true. Voilà, donc je m'attends à ce que mon élément soit visible. Et ce que je fais juste avant, c'est que je lui injecte au moins un petit message. Donc si je fais ça et que j'actualise, on me dit je m'attends à ce que false soit true.
c'est un petit peu bizarre parce que je me dis, mais là je t'injecte bien le code, ça devrait fonctionner. En fait, ce qui se passe, c'est que là, l'élément que vous avez, il est stocké en mémoire, il n'est pas stocké au niveau du code HTML. Donc, il n'est pas dans le body et du coup, par conséquent, il n'est pas visible. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est l'ajouter au body en faisant body.append et on rajoute notre élément. Et hop, ici, c'est ça. Alors attention, si on l'ajoute à l'élément entre chaque test, il faut penser après chaque test, donc dans le after each, à faire une fonction. Et dans cette fonction, on prend notre élément et on le supprime, parce que sinon, il va être conservé entre chaque test. Donc si je réactualise, je vois que ce coup-ci, le test concernant la visibilité qui ne passait pas tout à l'heure, se met à passer. Bon, le second passe toujours pas parce que ici c'est le scope isolé. Voilà, mais en dehors de ça, voilà, si jamais vous avez des tests de visibilité à faire, ou des tests qui impliquent que votre élément soit dans votre code HTML de manière générale, pensez bien à l'ajouter au niveau du body et surtout à le supprimer entre chaque test. Sinon, vous risquez d'avoir des éléments qui vont s'entrechoquer. Voilà, donc après, vous pouvez carrément même dégager le element parce que dans votre body, vous n'avez absolument que ça et du coup, ça fonctionnera tout aussi bien. Voilà, donc c'est aussi un petit détail, mais c'est vrai que c'est important de le savoir parce que sinon, on rencontre beaucoup de problèmes et après, ça fait galérer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment on peut utiliser les tests avec AngularJS. Donc AngularJS, c'est un framework qui est très sympa, mais qui a l'inconvénient lorsque on avance pas mal de générer du code qui est un petit peu difficile à prévoir. Donc mettre en place un système de test, notamment au niveau des services, des contrôleurs et des directives, ça permet vraiment de s'assurer que notre test fonctionne bien et de ne pas avoir beaucoup de surprises après coup. Et on n'aime pas trop les surprises en général. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et si vous avez d'autres questions, d'autres trucs qui vous posent problème soit sur les tests unitaires, soit sur AngularJS, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à venir discuter sur le chat. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!